Restez avec nous pour parler innovation et quand l'innovation répond aux injonctions d'un retail vertueux et engagé. Nous avons une table ronde, on va parler vrac, ticket de caisse, consigne, rang et emploi, photovoltaïque, borne de recharge. Cette table ronde va mettre en lumière les implications réglementaires auxquelles font face les professionnels de la distribution et du retail, ainsi que les bonnes pratiques et les actions réalisées en magasin pour y répondre. Une table ronde animée par notre fondateur de iloveretail.fr, Mike Hadjadj. Nous allons recevoir le directeur technique immobilier Leroy Merlin, Arnaud Berchon, le chef de projet RSE Carrefour, Thomas Bou, délégué général Périfem, Franck Charton et le directeur des opérations magasin Printemps, Arnaud Lenoir. Une grande et belle table ronde. Je vous invite à, si vous quittez la salle, évidemment, utiliser la sortie là-bas et à venir vous installer. Pour profiter de cette table ronde, je vous demande d'applaudir très chaleureusement Mike Hadjadj, Arnaud Berchon, Thomas Bou, Franck Charton et Arnaud Lenoir, s'il vous plaît. Quand l'innovation répond aux injonctions d'un retail vertueux et engagé, c'est le rêve de tout le monde. Et entre le rêve qu'on a, les contraintes légales dont on va parler, les contraintes réglementaires, et la mise en application, il y a parfois un gap. Donc ce qu'on a eu envie de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre des bonnes nouvelles, des bonnes pratiques, et de prendre ce sujet sous un angle positif, qui fait du bien. Et pour ça, on a réuni des adhérents de Périfem. Alors Périfem, en quelques mots, si vous ne connaissez pas Périfem, shame on you, mais vous pouvez vous rattraper. C'est la fédération technique du commerce qui réunit, vous voyez, 80% du top 50 des grandes enseignes de la distribution, qui représente 300 milliards de chiffre d'affaires, et sur les sujets de préoccupation du moment que sont l'énergie, l'environnement, la sûreté, la sécurité, les équipements. Et ils sont en fait au milieu des grandes enseignes, des prestataires, des fournisseurs, apporteurs de solutions technologiques et des ministères, des institutions qui nous pondent ces lois. Et pour essayer de faire le lien un petit peu, ce que fait Périfem, représenté par Franck Charton, son délégué général aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le lien et que ça fonctionne un petit peu mieux. C'est ce qu'on va voir. Et donc on a le plaisir d'accueillir Thomas Bou pour Carrefour, Arnaud Lenoir pour le Printemps et Arnaud Berchon pour Leroy Merlin, et qui j'espère vont partager les bonnes pratiques un petit peu positives et inspirantes. Voilà. Alors on vous a pris 3 thèmes sur lesquels à chaque fois on va essayer de vous donner ce que demande la loi, quelle est la contrainte, et en voyant derrière comment ça peut être appliqué de manière positive. Franck, l'économie circulaire, on en parle depuis longtemps, on met plein de choses dedans, alors on a essayé déjà de périmétrer au vrac, la consigne, le réemploi, des sujets dont vous entendez parler régulièrement. Que dit la loi? Sur l'économie circulaire, la loi, on a retenu 3 points majeurs. Le premier, c'est 10% d'emballages qui devront être réemployés en 2027. 2027, c'est bientôt. Le deuxième point, qu'on appelle aussi le vrac, c'est 20% de la surface de vente des magasins qui doit être dédiée à des produits sans emballage primaire d'ici 2030. Et puis, c'est une cible pour l'instant pour tendre vers 0% d'emballage plastique à usage unique d'ici 2040. Donc là, il y a une loi qui tombe, il y a un coup près, il y a des deadlines, ça veut dire que pour vous derrière, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et pourtant, on ne va pas se le cacher, c'est des sujets sur lesquels les consommateurs ne sont pas encore là. Donc d'un côté, on demande aux distributeurs et aussi aux industriels de faire le job pour que ça avance, et d'un autre côté, il y a une réalité économique. 10% d'emballage réemployé, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le chiffre. Oui, très peu. Très peu. 20% de la surface de vente dédiée au vrac, on voit que ça montait, que depuis le Covid, ça a baissé, malgré des initiatives dont tu vas nous parler. Puis alors 0% d'emballage plastique à usage unique, on en est très loin. Donc Carrefour, comment vous avez pris le sujet? Parce que vous avez été précurseur et vous continuez, j'allais dire contre vents et marées, mais vous continuez à essayer de faire avancer le sujet, même si ça coûte de l'argent et c'est compliqué. Oui, tout à fait. Merci Mike déjà pour votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Thomas Bou, je suis en charge des sujets RSE au sein de Carrefour. J'ai lancé il y a peu de temps l'accélérateur de start-up, restart.carrefour.com, et c'est justement dans cette optique-là. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de pouvoir anticiper ces réglementations. On a bien entendu, tu le rappelles, les sujets d'emballage réemployable, donc on a ce 10%, donc on travaille sur des sujets de consigne. Donc la consigne, on l'a mise en place. Alors peut-être ça peut être intéressant d'essayer de voir déjà dans cette salle qui a déjà acheté un produit consigné. Ah oui, mais on a un public de passionnés, là, ils viennent parce qu'ils aiment. Donc on reviendra l'année prochaine et on y reposera la même question, donc c'est encore très peu, donc on est une minorité, mais c'est tout le travail justement que l'on a à faire.
Et donc, l'objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux produits, faciliter l'expérience en magasin. On a commencé, au début, on faisait des retours d'emballage à la caisse. Ensuite, on a eu des retours d'emballage dans des bornes qui étaient un peu low-tech. Maintenant, on teste des retours d'emballage dans des bornes automatiques, voilà, pour fluidifier l'expérience. Et si je ne me trompe pas, au début, vous étiez seul sur le circuit. Et là, vous commencez à élargir. Et c'est là que ça va... Parce que finalement, on ne va pas se le cacher, ça deviendra intéressant le jour où il y aura une réelle interopérabilité. Enfin, moi, mon rêve, c'est d'aller acheter chez Carrefour, de prendre un emballage en verre, de commander chez Deliveroo qui me donne dans un emballage en verre et que je lui en rende un, et que ce ne soit plus une contrainte. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on va en magasin, il faut des sacs de courses avec soi, il faut ces emballages petits, grands, fermés. C'est pas possible. Exactement, c'est toute la difficulté. C'est un peu comme les piles. Aujourd'hui, quand on achète des piles dans un magasin, on ne se dit pas où est-ce que je les ai achetées pour pouvoir les déposer. Exact. C'est un excellent exemple. C'est le meilleur, c'est la clé en fait, du succès de la consigne. C'est notre meilleur allié, faire en sorte que le système puisse être interopérable. Et donc pour ça, on a besoin de connecter l'ensemble des acteurs. Donc c'est ce qu'on fait, hein, les fournisseurs, les magasins, les opérateurs, les laveurs, la logistique également. Et donc, voilà, c'est ce socle-là sur lequel on va ajouter des références. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de références. Demain, on a l'ambition d'aller en chercher davantage, d'aller chercher d'autres fournisseurs, de consigner ce qui est consignable également, parce qu'on a des emballages qui sont, des produits qui sont consignés dans des emballages, qui sont conditionnés dans des emballages en verre et qui pourraient tout à fait consigner aujourd'hui. Donc c'est aussi ça notre objectif, c'est de passer de 50 à 500, puis à 1000, et puis au-dessus donc des produits, c'est multiplier le nombre de magasins. Donc là, on a sur 2025, on a une centaine de magasins qui vont ouvrir. Et donc c'est tout ce socle-là, avec derrière, bien entendu, la clé de la réussite, faire en sorte que ce soit interopérable et que ce soit compris et qu'on puisse identifier sur le produit et en magasin. Et pour l'interopérabilité, est-ce que vous parlez entre enseignes ou vous attendez aussi de tiers, fournisseurs, prestataires de techno, qui fassent un peu plus le lien ? Alors, on est, au titre de Carrefour, on est dans différents groupes de travail dans lesquels on trouve d'autres enseignes. C'est le cas notamment avec Citeo, c'est le cas également avec R3PAC. On travaille avec Système-U, donc où vraiment on est vraiment main dans la main pour se partager les bonnes pratiques, partager les enjeux et écrire ensemble le modèle qui va permettre à chacun de se parler et aux clients de pouvoir acheter dans un magasin et rendre dans l'autre, quelle que soit l'enseigne. Peut-être 2 mots quand même sur le sujet du vrac, parce qu'on a vu qu'il y a cette loi, on sait que ça partait fort. Vous avez été très en pointe, on a suivi, on a déjà vu des choses ensemble. Thomas, vous avez fait l'allée du vrac, vous avez poussé des marques comme Michel et Augustin, Barilla, Panzani, etc. Vous avez fait des comparaisons en rayon. Ça prend pas vraiment. C'est très difficile. Au niveau consommateur, ça prend pas. Le vrac a déjà souffert beaucoup parce qu'on a eu post-Covid. Le Covid, exactement. On a eu l'inflation derrière puisqu'on vend des produits en vrac qui sont des produits bio. Et donc, le vrac a beaucoup souffert. Et on a testé, on a essayé de se diversifier, d'aller chercher des nouveaux produits. Et on s'est heurté à des difficultés très techniques. Et donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre de En Avant Vrac. C'est d'aller chercher justement des solutions qui soient adaptées pour chacun des acteurs, du fournisseur au magasin, au client. Est-ce que tu penses que les consommateurs vont évoluer ? Est-ce que vous allez réussir à créer le besoin qui n'est plus là? Et si oui, quelles sont les pistes? En fait, c'est exactement le revirement justement qu'on est en train d'essayer d'opérer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup concentré nos efforts sur l'offre, sur le produit. Et ça, je pense que c'est la fin du travail. C'est-à-dire qu'en amont, et c'est le travail maintenant qu'on mène, c'est réussir à fiabiliser la gestion d'un rayon vrac dans un magasin. Donc là, on travaille à digitaliser la gestion, simplifier les outils pour permettre au magasin d'avoir ce socle verrouillé sur lequel je vais pouvoir aller chercher des nouveaux produits, des nouvelles références et aller chercher des nouveaux clients. Mais déjà, nous, notre objectif, c'est de le sécuriser. Et juste un petit mot là-dessus, on travaille, on travaille avec une start-up, Mayam, qui nous fait, on est en train de le tester en ce moment, un dispositif avec de l'intelligence artificielle qui va permettre de connecter la trémie, la balance, la caisse. Et ça, c'est pour fluidifier aussi l'expérience. Et là, pour le coup, ce sera beaucoup plus simple pour le consommateur. On y reviendra, j'espère. Alors, deuxième sujet qu'on voulait illustrer, le ticket de caisse. Alors, le ticket de caisse, ça paraît idiot. On se dit, ça fait quand même des années qu'on aurait dû digitaliser le ticket de caisse. Il y a une loi qui est passée, mais les décrets d'application ont été repoussés pour différentes raisons politiques, etc.
Et on arrive au 1er août 2023, il y a un an, tout juste un an, et là, ça passe enfin. Alors, PRFM, vous avez fait une étude à la mise en place de cette loi pour savoir où en étaient les consommateurs par rapport à cette loi. Et là, vous l'avez refaite cette année, un an après. Tu l'as commenté sur toutes les radios et télé, Franck. Donc, voilà, où en sont déjà les consommateurs un an après cette loi sur la dématérialisation du ticket qui, on sait, il y avait un attachement très fort. Oui, ce que l'étude a confirmé un an après, c'est que, on l'a indiqué là, 9 Français sur 10 connaissent la loi et y sont favorables. Donc ça, c'est important, à 75%. Donc il y a un petit peu de l'arsène, non, je crois. Il y a une vraie adhésion des consommateurs sur cette loi-là. Donc ça, c'est un très bon point. Les consommateurs jouent le jeu depuis un an. C'est ce qu'on constate, encouragés par les enseignes. Et donc, ils demandent moins le ticket papier, ils demandent plus le ticket dématérialisé. Les inquiétudes qui avaient été exprimées sur le ticket dématérialisé s'estompent. On voit que, par exemple, la moitié des Français sont aujourd'hui favorables de donner soit leur email, soit leur numéro de téléphone pour recevoir le ticket dématérialisé. Donc ça, c'est un vrai changement par rapport à l'année dernière. Et considèrent même que ce ticket dématérialisé leur pose moins de problèmes qu'avec le papier pour retrouver une preuve d'achat, lors d'un échange ou d'une garantie, ou même pour faire ses comptes. Bon, donc ça, on voit que ça avance, c'est pas encore là, ça avance. En revanche, ça n'a pas forcément été simple pour les enseignes de mettre ça en place parce qu'il a fallu proposer. Alors, au début, on sait bien qu'ils imprimaient systématiquement. En fait, ils ne doivent même pas proposer. Normalement, ils doivent attendre. Mais pour accompagner le changement, ils proposent. Et Arnaud, au printemps, vous avez les mêmes consommateurs qu'ailleurs, sauf que vous avez une double contrainte. C'est que vous avez certes vos collaborateurs, mais vous avez aussi, tu vas nous dire combien, mais un grand pourcentage de collaborateurs qui sont payés par les marques. Et donc sur lesquels, toi, tu n'as pas de prise. Donc comment vous avez réussi déjà, dans un premier temps, à passer la loi et ensuite à ce qu'elle passe la deuxième étape? Oui, merci Mike. Oui, alors c'est vrai que les grands magasins dans le printemps pour qui je travaille, c'est un système de vente particulier. On ne maîtrise pas l'ensemble de nos collaborateurs. Donc déjà le printemps, c'est 1000 caisses, dont 500 caisses au printemps Haussmann. Donc déjà l'enjeu est énorme sur un magasin comme le printemps Haussmann. Voilà. Il y a à peu près 3000 vendeurs visibles par nous tous dans un magasin. En fait, en moyenne, dans tous les magasins, c'est 50% printemps, 50% collaborateurs de marque. Et si on est à printemps Haussmann, c'est 2/3 collaborateurs de marque. Donc ça, c'est un peu pour le panel. Avant la loi... En termes de système d'encaissement, qu'on comprenne bien, les collaborateurs printemps encaissent sur un système d'encaissement printemps, exactement, sur lequel tu as la main, tu as pu faire les modifications logicielles qui permettent de poser la question, de dématérialiser le ticket, de proposer un ticket dématérialisé pour le retour, pour l'échange en français, en anglais, etc. Mais quand j'achète auprès d'une marque, exactement, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, tout à l'heure, on avait plusieurs maisons du groupe LVMH qui étaient présentes ici, maison Dior. C'est les collaborateurs de Dior qui vont taper sur notre caisse et qui vont suivre le déroulé. Donc c'est votre système d'encaissement quand même. Exactement. Mais c'est eux qui opèrent, eux qui ne sont pas tes collaborateurs. Exactement. Donc pour donner un ordre d'idée, avant la loi, on était des très mauvais élèves, on avait la partie technique existait, mais on avait 2-3% des tickets qui étaient dématérialisés. Avec la loi, avec aussi, parce que ça fait changer, ce que tu disais Franck, ça fait changer le comportement les consommateurs, puisqu'ils du coup ils l'ont entendu, c'est passé et on est passé, on était très bas, on a multiplié par 10. Donc ce qui paraît énorme, on partait très bas. Donc on est entre 20 et 30% sur les magasins aujourd'hui de tickets dématérialisés comme on voit à l'écran. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation du ticket dématérialisé, en fait, ce que les Français nous disent, il y a deux grands sujets. Soit j'ai une carte de fidélité, je scanne la carte de fidélité et je reçois automatiquement mon ticket dématérialisé. Surtout sur des achats récurrents, il n'y a pas de problème. Soit je donne mon adresse email, parce que finalement les QR codes, etc., c'est pas ce que demandent les Français. Je donne mon adresse email ou mon numéro de téléphone et je reçois un SMS ou un email. Sauf que dans ton cas, le client, soit il a une carte printemps, pardon. Exactement, le club printemps. Soit il a une carte de fidélité, un compte de fidélité de l'enseigne. Exactement. Soit il a les deux, ce qui arrive souvent aussi. Oui, mais le collaborateur ne va pas envoyer la transaction sur deux tickets dématérialisés, deux comptes de feed. Donc comment vous faites? Donc, tout à fait. Donc en fait, si on regarde par magasin, c'est vrai qu'on se rend compte que plus le magasin est petit, plus il est printemps. Dans des magasins comme les outlets ou Deauville, c'est simplement du personnel printemps. Les taux sont excellents. Et en effet, si je suis en région parisienne et dans des très grands magasins, le taux est moins bon. Donc l'aspect communication est hyper important. Et en fait,
Pour y arriver, c'est comment, avant d'arriver là, c'est comment le vendeur, c'est simple pour lui dans une caisse. Donc nous, ce qu'on a encore à travailler, sur quoi on travaille, c'est comment faire pour des vendeurs de toutes les marques qui ont une très gros turnover, des fois ça change très régulièrement, puisse la caisse simplement leur rappeler qu'eux, ils doivent proposer aux clients, parce qu'en effet, on propose aux clients, voulez-vous un ticket papier ou un ticket dématérialisé, ou on propose un ticket dématérialisé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude dans nos courses habituelles, c'est vrai que quand votre ticket fait 150 €, 250 €, 500 €, on a encore des clients qui ont un petit peu de crainte sur des tickets de valeur importante. Alors que ce ticket, il peut s'effacer avec le temps, etc. Le ticket dématérialisé, tu peux le retrouver, tu peux le faire retrouver avec ton identifiant. Exactement, etc. et pour des retours, puisque à peu près on a entre 8 et 10% des clients qui nous ramènent des produits pour des échanges ou pour des retours, ça marche très très bien. Pour des garanties, ça marche très très bien, on perd jamais un ticket dématérialisé. Donc non, c'est un avantage pour le client, donc c'était un peu le thème, c'est comment une contrainte légale, on en fait une opportunité pour un client. En fait, c'est aussi de faire passer l'avantage pour le client. Donc Vous n'avez pas donné d'incentive, mais on le voit là sur les captures de tickets dématérialisés, vous en avez profité pour pousser d'autres services. Oui, donc c'est ça. Donc, avec l'opportunité, en fait, on peut. Donc nous, évidemment, le client n'est pas encarté systématiquement. C'est le client qui va décider. Donc on a un ticket pour les clients qui sont club printemps, puis un ticket qui sont pour les clients qui ne sont pas encore dans le club. Et il peut, à travers ce ticket dématérialisé, s'il le souhaite, cliquer et aller sur la page de notre site ou aller sur la page pour s'encarter s'il souhaite s'encarter de manière totalement volontaire et donc de ne pas le faire s'il le veut. Comment tu vois l'évolution les années à venir? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une tendance? Enfin, j'ai deux questions, c'est celle-ci et qui peut être liée aussi. La proportion de clientèle touristique, comment elle réagit par rapport à ça maintenant et pareil, quelle est leur évolution? Alors déjà, on voit que les consommateurs et le vendeur, qui est lui-même un consommateur, donc c'est vraiment une interaction entre deux personnes qui fait qu'on va avoir un ticket dématérialisé, augmente au fil du temps. Donc ça suit ce que toi, tu nous disais, Franck. Hein. Vraiment, on est passé d'une moyenne à 10% après la loi à aujourd'hui 20-30%. Donc ça augmente, ça c'est les chiffres du mois de juin. Donc ça, c'est favorable pour la suite. Pour les tickets des clients qui viennent donc, des pays étrangers, comme à Printemps-Haussmann, c'est à peu près la moitié de la clientèle. C'est plus compliqué parce que certaines douanes demandent un ticket papier à l'arrivée de l'aéroport. Donc en fait, on a la réglementation française, mais on a la réglementation d'un pays tiers qui n'est pas forcément encore toute digitalisée. Pour la détaxe? Voilà, pour la détaxe. Alors pour la détaxe française, pas de problème. Pour rentrer dans son pays, il peut y avoir des difficultés, une facture papier, un ticket papier. Donc on a encore beaucoup de clients américains ou de clients asiatiques qui nous demandent un ticket papier. Bon. Et une évolution déjà sur le territoire, enfin sur les consommateurs français, que tu sens positive, d'autres idées peut-être de choses à rajouter sur... Oui, c'est sur le... On va changer notre logiciel d'encaissement. On est en train de faire un test à Signatium Lille. Et en fait, on pense aussi que c'est la façon de l'aborder pour le vendeur, puisque les vendeurs chez nous, il y en a énormément et pas forcément de chez nous. C'est comment être encore plus simple pour que ça soit simple pour le vendeur de le proposer au client. Et aussi, Franck, ce que tu mettais dans un de tes précédents sondages, le client, si l'email c'est facile à saisir, il n'aime peut-être pas trop le dire oralement, peut-être il veut le saisir lui-même sur un écran en face. Ouais, alors on n'a pas encore ça, voilà. Alors ça, Arnaud, tu sais, l'étude que Périfem a sortie il y a 1 an, avant la mise en place de la loi, disait on a peur, on n'a pas envie, pour des raisons de confidentialité, de donner notre email, de donner notre numéro de téléphone, puis ça peut être réutilisé. L'étude qui vient de sortir 1 an après, pas du tout. On n'a plus peur, on a pris l'habitude, et si j'ai pas de carte de fil, mon premier réflexe, c'est de donner mon email. C'est quand même assez tôt. En revanche, là où on pensait QR code, etc., il y a 1 an, QR code, 6% des consommateurs. Oui, nous, c'est email et carte de fidélité. Bah voilà. Donc vous êtes pile poil. C'est bien de répondre à la demande des consommateurs. Troisième sujet qu'on voulait illustrer, un vaste sujet, les parkings. Alors ça paraît comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire dans les parkings? Mais en fait, aujourd'hui, il y a une tonne de réglementations qui s'abattent sur nos espaces de vie, sur l'urbanisme commercial, sur ces parkings. Franck, en quelques mots, c'est lourd et c'est cher. Alors c'est lourd, c'est récent, hein, puisque ce sont des lois qui ont 2 ans et 1 an, donc c'est vraiment des éléments qui réglementairement ont été mis en place récemment. Donc on a repris 3 des principales obligations. La première, c'est de couvrir l'ensemble des parkings existants d'ombrières photovoltaïques d'ici 2026. Donc, 2026, c'est demain, 2026. Hein. La deuxième obligation, au-delà des parkings, c'est de couvrir les toitures existantes des magasins d'ici 2028, 30%. Et puis la dernière, c'est l'installation de bornes de recharge électrique. 5% des places de parking doivent être équipées d'ici 2025 et probablement 10% d'ici 2027. Juste pour qu'on comprenne, parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas être rompus à ça,
sur ces 3 chiffres, on en est où aujourd'hui? Les 50% d'ombrières photovoltaïques d'ici 2026, on est à peu près à combien du parc équipé aujourd'hui? On n'a pas de chiffres, donc c'est difficile à répondre, mais on doit être à 20%. Ok. Sur les toitures des magasins? On est à 0%, quasiment. Donc là, on a, allez, 3 ans, parce qu'on est déjà fin 2024, on a 3 ans et quelques pour couvrir 100% des magasins. 30% de la surface de 100% des magasins. Et sur les places de parking? Et les bornes de recharge, je laisse à chacun le soin de compter le nombre de bornes de recharge quand ils font leurs courses. On n'est pas à 5%. On est quoi? 2%? On tangente les 1%. On tangente les 1%. On a encore 4 points à faire et 2025, c'est là. Bon, Arnaud, alors Leroy Merlin, vous avez quand même pas mal de parkings. Pas forcément les plus grands, mais vous en avez quand même beaucoup. Combien d'espaces extérieurs, combien de parkings vous avez là sur le parc? Sur le parc, on a 60 000 places de parking. Ouais, c'est beaucoup. Parc national. Ok, donc vous avez vu ces lois arriver, vous en avez discuté, on s'est dit ça va venir, ça va pas venir, décret d'application. Et puis, le couperet tombe, comment vous faites? Alors, bonne question et merci de pouvoir partager l'expérience de Leroy Merlin. Ouais, voilà. Moi, ce que je voulais vous partager, c'est vrai que dans l'immobilier, on est chahuté par plein de lois. Donc, au-delà des parkings, et vraiment, moi, le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est en fait quand une loi va nous imposer un objectif, ça peut être cohérent et ça peut nous écrire notre stratégie. Quand une loi va nous imposer des moyens, on va voir que ça peut être un peu plus compliqué. Prenons quelques exemples. Je vais revenir sur les parkings, mais prenons notre premier axe. En fait, voilà, la priorité de chaque entreprise, à consommer moins. Le consommer moins, il fait référence directement au décret tertiaire de 2019. Le décret tertiaire qui impose un objectif, moins 40% en 2030. Clair. Et quand la loi impose un objectif, ça permet finalement aux entreprises de mettre à profit toute leur créativité, leur ingénierie, pour mettre en place les bons moyens, pour les organiser, les planifier, de la rénovation, du pilotage, de la sobriété. Et on l'a vu sur la consommation énergétique, les efforts que vous avez faits depuis 2 ans. Exactement. Avec des baisses drastiques. Et donc aujourd'hui, alors, nous on a souhaité aller un peu plus loin et anticiper un peu la loi pour atteindre des 50% dès 2030. Aujourd'hui, on est à moins 30% par rapport à 2019. Donc ça c'est prouve parce que vous avez eu le choix des moyens. Exactement. C'est là la grande différence, parce que je pense que la loi qui impose un objectif à moins 40, les entreprises vont mettre les bons moyens et le bon planning pour y arriver. Et je suis hyper confiant pour en échanger avec d'autres homologues. Bon, on est tous sur ce même trend, en fait. Voilà. Tu vois, on n'en a pas échangé avant, mais voilà, on est tous sur le même trend. Prenons un autre exemple. Notre deuxième axe, après le consommer moins, le consommer mieux. Consommer mieux, c'est décarboner notre énergie. Avec ce fameux sujet de faire appel aux énergies renouvelables. Donc là, voilà, la fameuse loi des ombrières qui nous tombe dessus. Et là, on voit que ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Et là, quand on va nous imposer un moyen, ça peut créer finalement des points durs sur notre immobilier, des points durs physiques, parfois irréversibles, et qui vont empêcher notre immobilier d'évoluer sur des nouveaux besoins de la société, de s'adapter au changement climatique, etc. C'est pour ça que, vous voyez, nous, dans nos objectifs, j'ai pas écrit 100% de nos parkings seront couverts d'ombrières. On est plutôt sur un objectif de couvrir nos besoins d'énergie en énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est à 45%. Mais là, tu te dis, je vais me mettre hors la loi, ou alors tu te dis, tout le monde va tellement être en retard qu'en montrant que moi j'ai avancé sur mon propre objectif, je ne serai pas le premier attrapé par la police. Alors, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, et c'est tout le travail qu'on mène aussi avec Périfem, pour pouvoir finalement faire évoluer les lois dans le bon sens. Parce que, reprenons l'exemple de nos parkings. Et je vais aller directement sur notre troisième axe. Nos parkings, mais quel terrain de jeu, en fait, pour... attends, juste avant, si tu veux bien, et j'arriverai là-dessus après, pour répondre, en fait, à ce qu'on appelait un immobilier régénératif, pour redonner un équilibre naturel, en fait, sur nos sites. Aujourd'hui, nos parkings serviront à développer la biodiversité, à créer des îlots de fraîcheur, à redonner aussi un sol vivant qui vont pouvoir nous permettre de se protéger d'inondations, un gros sujet d'actualité aussi en ce moment. Donc voilà, il ne faudrait pas que les moyens imposés par la loi nous empêchent de faire évoluer chaque parcelle de notre immobilier. Tu peux passer là-dessus, parce que, et je vais arriver sur les bornes de recharge électrique, parce que sur ce slide-là, en fait, on a représenté un petit peu tout ce qui nous tombait dessus, mais plutôt les moyens imposés. On doit mettre des déchetteries sur nos sites, la loi AGEC, on doit mettre des bornes de recharge électrique. Et si on prend le sujet par le moyen, aujourd'hui on nous dit, ok, vous allez mettre 5% de vos places électriques sur tous vos parkings. Ok, si je reviens à l'objectif, pourquoi on veut faire ça?
en fait, on veut décarboner finalement le trajet de nos clients. On veut développer la mobilité électrique. Et parfois, sur des sites, on pourrait s'autoriser à en mettre un peu moins, parce que la localisation géographique, c'est plus cohérent. Et sur d'autres sites, pourquoi pas mettre 15-20%, parce que la demande est là, quoi. Donc voilà, imposer des moyens, pour moi, c'est pas le bon prisme. Imposer des objectifs, là, pour le coup, c'est hyper cohérent. Et je vous partage, en fait, une dernière expérience, et franchement, vous allez voir vraiment le virage que Leroy Merlin a pu prendre. Ces deux images, en fait, c'est le même projet. Et entre ces deux images, il y a 2 ans d'écart. 2021 en haut, 2023 en bas. 2021, on a pris tous les moyens qui nous sont imposés par la loi. On les a mis. On était super confiants. On a présenté ce dossier-là. On a eu un refus à l'unanimité. Dégoûté. Avec du recul, en fait, merci à cette commission en fait, d'avoir refusé ce dossier-là, parce que ça nous a permis d'avoir un vrai virage de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire finalement de notre immobilier, de repenser l'utilité de chaque parcelle de notre immobilier et présenter un dossier beaucoup plus cohérent qui sort des lignes directrices des lois et avec un avis favorable à l'unanimité. Donc en conclusion, il y a des bonnes nouvelles, parce que quand on impose des objectifs, on y arrive. Et quand on nous impose des moyens, je pense que parfois il faut s'autoriser à sortir des lignes directrices et faire évoluer les lois dans le bon sens tant que c'est bon pour la planète. C'est tout le travail qu'on mène avec Franck et avec Pierre-Eiffel. Ouais, et puis je peux rajouter quand même une incohérence, moi qui me rend fou, c'est que donc on oblige à prendre du photovoltaïque sur les parkings, mais aussi sur les toitures des magasins, avec une deadline, Franck l'a montré, là, demain. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, nous n'avons pas d'industrie capable de fournir les panneaux photovoltaïques qu'il faut pour répondre aux besoins qu'impose la loi, et que vous êtes tous obligés d'acheter du chinois pour être livrés dans les délais et respecter la loi. Et qu'on sait que les premières usines qui ont démarré, elles commenceront à produire ce qu'il faut en panneaux voltaïques quand les lois qui vous ont imposées seront arrivées à échéance. Donc en fait, on va pousser toute la grande distribution et vos confrères à acheter du chinois, et quand ce sera terminé, on aura des usines françaises qui diront « ça y est, on produit ». Et on ne fera plus rien. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez faire là-dessus. Si vous avez déjà commencé, on en parlait avec nos amis de Système U il n'y a pas longtemps, c'est aberrant. On y travaille avec le gouvernement, enfin celui d'avant, on espère y travailler avec celui d'après, et on espère bouger les lignes. Et entre-temps, on est là, on échange entre nous. Voilà, on arrive au bout, merci. Alors, si vous avez des questions, parce que moi j'en aurais plein, mais je ne sais pas, Marc-Antoine, si on a encore 1 minute 30 pour prendre des questions. À peine. Bon. Alors moi j'ai juste un vœu, c'est que finalement on puisse se revoir sur cette scène, alors qu'il y aura une dimension européenne l'an prochain, NRF Europe, avec de meilleures nouvelles, que vous puissiez continuer dans tous vos sujets et qu'on ait de meilleures nouvelles, tant sur l'atteinte de vos objectifs que sur le comportement des consommateurs. C'est la meilleure manière de vous remercier. Alors rendez-vous ici l'année prochaine. Merci à tous.